Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour Agathe. On va parler de Donald Trump qui cherche à humilier le président, de l'interdiction des portables au lycée. Avec vous, la porte-parole du gouvernement. Mais d'abord, c'est l'image de cette matinée. Des tracteurs d'agriculteurs dans les rues de la capitale, au pied de la Tour Eiffel ou devant l'Arc de Triomphe. On demande d'être reçu à Matignon pour porter nos doléances et on a demandé aux forces de l'ordre une réponse. Et tant qu'on n'a pas de réponse, on ne bougera pas. J'envoie la Tour Eiffel à mes salariés. Faut qu'ils voient où je suis quand même. Mais bon, c'est pas notre place ici normalement. On doit être chez nous, en train de bosser, on doit pas être là. On n'y arrive pas. Un appel à manifester devant l'Assemblée nationale a aussi été lancé à 10h par la coordination rurale. Maud Bréjon, est-ce que vous avez laissé faire et est-ce que vous allez laisser passer ? D'abord, le gouvernement a toujours été dans le dialogue avec les agriculteurs et avec les organisations syndicales. Je rappelle que le Premier ministre a reçu les organisations syndicales le 22 décembre. Il les a de nouveau reçues cette semaine, le 5 et 6 janvier. Donc, ce dialogue-là, ces échanges-là, cette écoute-là, ça existe. Pour autant, la situation qu'on voit depuis cette nuit, depuis ce matin, n'est pas acceptable. Et donc, sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale, comme sur les tracteurs qui sont en ce moment même sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire, tout ça est illégal, nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire. Il n'y a pas d'urgence avec les agriculteurs particulièrement ? Il y a un cadre prévu pour les manifestations qui s'applique à tout le monde. Vous déclarez une manifestation, cette manifestation peut être interdite si elle contrevient à l'ordre public, mais en tout état de cause, on a laissé, je pense, avec une forme de bienveillance, en tout cas avec du dialogue, avec de la mesure, les expressions se faire. Mais bloquer partiellement la 13, comme c'est le cas ce matin, ou tenter de venir devant l'Assemblée nationale avec toute la symbolique que ça induit, c'est encore une fois illégal. Et donc, je le redis, le ministre de l'Intérieur ne laissera pas faire. Et donc, une centaine de tracteurs sont rentrés dans Paris. Ils veulent également bloquer le périphérique parisien, le marché de Rungis, les aéroports parisiens. Comment vous allez les en empêcher ? Je vous redis ce que j'ai dit à l'instant, avec un dispositif de maintien de l'ordre. Mais il n'a pas marché, votre dispositif de maintien de l'ordre pour la Tour Eiffel et pour l'Arc de Triomphe. Qui est adapté. Vous avez aujourd'hui une centaine de tracteurs qui sont bloqués précisément parce que des blocages ont été mis en place par le ministère de l'Intérieur, notamment Porte d'Auteuil. Ils ont coupé des arbres sur la 13, là. Je dis une chose. Le dialogue existe et le dialogue doit continuer à exister. C'est par les échanges entre le gouvernement et les agriculteurs, avec les organisations syndicales, avec Bruxelles aussi, qui a un rôle à jouer, avec le Parlement européen, vis-à-vis du Mercosur, que nous arriverons à trouver un débouché qui soit vertueux. Et on va en parler. Mais aujourd'hui, vous dites il faut évacuer les tracteurs d'agriculteurs, il faut lever les barrages. Oui. Vous attendez que les forces de l'ordre... c'est ce que je dis que le gouvernement ne cautionne pas les blocages, qu'encore une fois, ce qui se passe ce matin est illégal et que donc nous ne laisserons pas faire. Je dis ensuite qu'il y a un certain nombre de mesures ont déjà été mises sur la table par le Premier ministre, que le gouvernement, que le président de la République a été extrêmement clair vis-à-vis du Mercosur. Non, justement, pardon, Maud Bréjon, mais ça fait depuis des semaines, ils ont deux revendications, la dermatose nodulaire contagieuse et le Mercosur. Et sur ces deux sujets, vous n'avez pas réussi à les rassurer. Et d'ailleurs, le Mercosur doit être signé demain par les 27. Je peux pas vous laisser dire ça. Sur la DNC, d'abord. Il va pas être signé, le Mercosur ? Sur la DNC, puisque je prends vos points dans l'ordre. On a mis le paquet sur la vaccination. C'était aussi le souhait des agriculteurs et c'était la recommandation des scientifiques. On s'était engagé à vacciner le cheptel ariégeois dans sa totalité d'ici au 31 décembre. Cet engagement a été tenu. Il y a aujourd'hui dans les 10 départements du Sud-Ouest concernés plus de 80% du cheptel qui est vacciné et nous avons bon espoir d'arriver au bout de cette vaccination d'ici à la fin du mois. Donc les choses avancent. En parallèle, les mesures financières de compensation et de soutien aux agriculteurs, je pense notamment au fonds d'urgence de plus de 10 millions, ont été mises en place. Donc je ne peux pas aujourd'hui laisser dire que le gouvernement serait resté les bras croisés. Quant au Mercosur, et là, vous n'avez pas réussi à l'empêcher. Emmanuel Macron avait dit qu'il ne passerait pas, qu'il s'y opposerait, et finalement, il va passer. La position de la France a été claire et constante. D'abord, pour remettre un peu de rationnel dans un débat qui en perd parfois, nous ne sommes pas, par principe, opposés aux accords commerciaux. Nous avons signé certains accords commerciaux qui bénéficient en partie à l'agriculture. Nous disons une chose simple, les accords commerciaux, lorsqu'ils sont mis en place, doivent être juste et équitable. Or, le Mercosur n'est ni juste ni équitable. Le président de la République, le gouvernement, ont donc exigé des conditions qui permettent de protéger les agriculteurs, je pense notamment aux éleveurs, je pense à la filière de l'éthanol,
et les consommateurs qui, à la fin, mangeront les produits qui seraient éventuellement importés. C'est pas une humiliation importés. pour la France quand même ? Il y a eu 3 exigences. Il y a eu des avancées sur certaines. Je pense à la question de la clause de sauvegarde, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. La clause de sauvegarde, c'est un mécanisme de frein, donc qui permet de freiner les imports si, notamment, les prix sont déstabilisés et si ça contrevient à l'intérêt de nos propres agriculteurs. Et c'est assez technique, mais pour résumer, le compte n'y est pas. Là-dessus, ça a avancé. Sur les mesures miroirs, en revanche, le compte n'y est pas. Sur les contrôles, ils ont commencé, renforcés, pardonnez-moi, au 1er janvier. Nous n'avons pas pu constater aujourd'hui, en tout cas pas dans une façon suffisamment importante, leur effectivité. Mais c'est pas ça la question. Donc, à l'heure où je vous parle, la conclusion, c'est que vous n'avez pas réussi à empêcher que ce traité soit voté et signé. rendu à Bruxelles, vous avez suivi cela avant les vacances de Noël, pour demander un report. La France a gagné ce bras de fer. Il y a effectivement un vote qui aura lieu demain. Je dis ce matin une chose simple, c'est un accord d'un autre temps. D'un autre temps. Cet accord, lorsqu'il a été écrit, j'avais pour ma part 8 ans. Il a été écrit dans un contexte international, dans un rapport au commerce, dans un rapport à la mondialisation, qui est aujourd'hui complètement dépassé. Le Mercosur va passer normalement lundi, il va être signé au Paraguay. La question qu'on vous pose, c'est demain, ce sont les 27 qui se prononceront à Bruxelles, on en parle. Est-ce que la France votera pour ? Est-ce qu'elle va s'abstenir ou est-ce qu'elle va voter contre ? Je laisserai le président de la République et le Premier ministre donner leur réponse définitive à l'aune des 3 conditions, notamment que je viens d'évoquer. Et on verra ce qui éventuellement se dénoue ou pas dans les prochaines heures. Mais à l'heure où je vous parle, ce traité n'est toujours pas acceptable. Je voudrais en revanche appuyer sur une chose. Le vote de vendredi et l'éventuelle signature, si elle advenait lundi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et la messe ne sera pas dite. Il existe encore des étapes après cette décision-là. Je fais notamment référence à 2 choses. D'abord, le Parlement européen a la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. C'est la responsabilité des parlementaires européens. Si le Parlement européen le fait, alors cette procédure d'adoption est suspendue. Et le deuxième point, pour l'instant, vous êtes le deuxième point qui est extrêmement important, si vote il devait y avoir, c'est la ratification par le Parlement européen. Et là encore, les députés européens, on a eu une élection européenne en France en 2019. Vous voyez bien que la France n'a pas réussi à imposer les députés européens auront une responsabilité majeure dans ce vote, et il n'est absolument pas acquis aujourd'hui qu'il y ait une majorité au Parlement européen. Je vous rappelle qu'à 2 reprises, en 2020 et en 2025, le Parlement européen s'est prononcé contre certains aspects du Mercosur. Maude Bréjon, les Insoumis, les communistes réclament un débat au Parlement sur la capture de Nicolás Maduro. Est-ce que c'est nécessaire ? En tout cas, cette demande est légitime, me semble-t-il. On fait face à un événement géopolitique international absolument majeur. Donc, ça ne me choque pas que des parlementaires souhaitent que la représentation nationale puisse se saisir de tous les enjeux associés à cet événement, qui, encore une fois, vont bien au-delà de la question du Venezuela, concerne la position de l'Europe vis-à-vis des États-Unis d'Amérique notamment, la question du réarmement de l'Europe, du réarmement de la France, tant sur le plan militaire que sur le plan économique. Donc c'est tout sauf un petit sujet. Et d'ailleurs, le Premier ministre a donné une suite favorable à cette demande hier lors des questions au gouvernement et a précisé que ce débat devrait avoir lieu dans les 15 jours à venir. Après l'opération américaine, le président a une réaction en 2 temps. Il s'est d'abord réjoui pour le peuple vénézuélien avant de rétropédaler et de condamner la méthode employée. C'est vous qui l'avez annoncé d'ailleurs en tant que porte-parole. Vous savez pourquoi il a changé d'avis, Emmanuel Macron ? Alors il n'y a eu, pardonnez-moi Agathe Lombré, aucun rétropédalage. Il y a eu une réaction de la France qui est d'abord advenue le dimanche. Il fallait écouter tant ce que disait le Quai d'Orsay que l'Élysée. Et on a dit au fond une chose simple, et c'est ce qu'a redit le président de la République en Conseil des ministres, j'y étais, donc je peux en témoigner, c'est effectivement moi qui l'ai rapporté. D'une part, Nicolás Maduro a une responsabilité implacable vis-à-vis de son peuple, à qui il a confisqué sa liberté et volé les élections en 2024. La seule autonomie... Deuxièmement, je le redis, deuxièmement, ce qui s'est passé contrevient évidemment au droit international, et la France est du côté du droit international, défend le droit international parce que c'est ce qui nous permet à tous de garantir la paix et la stabilité dans le monde autant que faire se peut. Et troisièmement, il faut se projeter dans l'après-Maduro, et donc la transition doit être démocratique et pacifique, et ça commence notamment par la libération des prisonniers politiques. La seule autonomie
autonomie qu'il nous reste, c'est une autonomie de commentaires, déplore l'ancien Premier ministre Édouard Philippe dans Le Figaro. Vous êtes dans le commentaire, Madame Bréjean. Vous savez, je trouve que cette déclaration contraste avec ce qui s'est passé notamment hier. Hier, il y a eu une grande réunion, vous savez, de la coalition des volontaires relatif à ce qui se passe en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky était présent, le président de la République, la coalition des volontaires. Bon. Et les États-Unis étaient à bord, ce qui constitue un fait politique majeur. Ensemble, nous avons réussi à dessiner les premières lignes de ce que seraient les garanties de paix nécessaires pour l'Ukraine et le rôle des uns et des autres. C'est un événement, c'est une croisée des chemins, un moment de bascule absolument très important à nos yeux, qui a été permis grâce à l'Union européenne, grâce à l'implication du président de la République, grâce aux Allemands, grâce aux Anglais. Et donc c'est bien, me semble-t-il, la preuve vivante, s'il en fallait une, que l'Union européenne n'est pas dans la diplomatie du commentaire, mais est au contraire directement impliquée dans ce qui la touche directement. Maude Bréjean, vous le dites, l'Union européenne, le président. Pourtant, Donald Trump n'hésite pas à s'en prendre violemment aux Européens, et en particulier à Emmanuel Macron. Devant la Chambre des représentants, mardi, le président américain s'est amusé à moquer notre président qui, dans une conversation qu'il aurait eue avec lui, aurait cédé à ses pressions et accepté d'augmenter les prix des médicaments que Donald Trump juge trop bas en France. Emmanuel Macron qui l'aurait aussi supplié, selon lui. Écoutez cet extrait. Okay, here's the story, Emmanuel. Ok, voilà comment ça va se passer, Emmanuel. Si lundi tu n'as pas accepté tout ce que je demande, je mets des droits de douane à 25% sur tout ce qui vient de France. Oh no, you cannot do that. Non, tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Donald, Emmanuel m'a dit, Donald, ok, c'est d'accord, j'adorerais augmenter le prix des médicaments de 200%. Ce serait un honneur. S'il te plaît, Donald, ne le dis pas à ma population, je t'en supplie. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Comment vous qualifiez cela, Maude Bréjean? Est-ce que ça signifie que la France, que le président n'est pas pris au sérieux? C'est absurde, et je n'en dirai pas plus, sans quoi je serais là encore. En tout cas, vous pourriez le dire dans la diplomatie du commentaire. Donc je n'ai pas plus de commentaires à faire sur ce genre de déclaration. C'est humiliant. Voilà. Je n'ai pas plus de commentaires à faire. Est-ce que vous auriez... Ce que je peux dire, c'est que tout ça a été évidemment, si c'est nécessaire de le préciser pour vos auditeurs, bien loin de la réalité. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur le fait que Donald Trump étudie, je cite, activement un achat du Groenland, a annoncé la Maison-Blanche, qui n'exclut pas non plus une option militaire? Notre position, elle est extrêmement simple. Il y a eu une déclaration à laquelle la France a participé. Le Groenland appartient à son peuple et au Danemark. Et donc notre position est extrêmement claire, est extrêmement ferme. Nous, notre enjeu, c'est de permettre à la France et à l'Union européenne de se prendre en main sur le plan militaire. Je rappelle que nous n'avons toujours pas de budget. Je rappelle que le budget de la France comporte une hausse des moyens de la défense de 6,7 milliards. D'où l'urgence absolue de voter un budget, parce que et justement, là alors, encore, on va en parler dans un instant. Je fais un très léger pas de côté si vous me le permettez. Lorsqu'on n'est pas capable de voter un budget qui permet une hausse des moyens des armées, c'est aussi un message qu'on envoie, notamment aux Américains. Un message de faiblesse sur la scène internationale. On en reparle dans un instant du budget, de l'interdiction des téléphones aussi au lycée. Mais tout de suite, 8h47, l'info en 1 minute, Maureen Sugnard. C'est tout le quart nord-ouest de la France qui va être balayé par la tempête Goretti dès ce soir. 24 départements sont en vigilance orange et la Manche est même en vigilance rouge. Les rafales pourront atteindre les 160 km/h. Les trains ne circuleront pas en Normandie dès ce soir. Des TER sont aussi annulés en centre-Val de Loire. Des tracteurs sur les Champs-Élysées et devant la Tour Eiffel à Paris. Des agriculteurs sont mobilisés pour s'opposer, entre autres, à la signature d'un traité de libre-échange avec les pays du Mercosur. Ces rassemblements sont illégaux et nous ne laisseront pas faire, affirme sur France Info la porte-parole du gouvernement. L'un des grands fabricants historiques de produits en verre, l'entreprise Arc, vient d'être placée en redressement judiciaire. La suppression de centaines d'emplois est redoutée. Et puis un classique qui se déroule au Koweït. Le PSG et l'OM s'affrontent ce soir à 19h en finale du Trophée des Champions. Une partie des supporters marseillais boycottent le rendez-vous et dénoncent la délocalisation de cette rencontre. L'État du Golfe a investi 3,5 millions d'euros pour s'offrir cette affiche. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou.
Avec Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, 2026, année très judiciaire, Paul. Donc oui, chère Agathe, c'est une affaire complexe que je vais essayer de résumer en quelques mots, en 4 épisodes. Épisode 1, selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, l'administration Trump aurait envisagé des sanctions contre les juges du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné Marine Le Pen en mars dernier. Épisode 2, une semaine avant l'ouverture du procès en appel, le président du tribunal de Paris met en garde contre une éventuelle ingérence américaine. Épisode 3, le Rassemblement national dénonce hier une pression inadmissible du président du tribunal. Épisode 4, ce matin, Rémi Hess, procureur général près de la Cour de cassation, en appelle à la sérénité sur France Info. Pour ce qui est des risques d'ingérence américaine, il faut être très prudent parce que à ce stade, il n'y a que des bruits de presse et il n'y a rien de très tangible. Ça m'inspire qu'il faut être vraiment aujourd'hui très vigilant et très ferme sur les principes qui fondent notre état de droit. Est-ce que l'heure est grave? Est-ce que ça vous inquiète, Madame la porte-parole? Les soupçons d'ingérence auxquels vous faites référence, qui viendraient des États-Unis et qui toucheraient le procès de Madame Le Pen en appel, ne sont pas avérés. Voilà. Donc il faut être extrêmement prudent. Et d'ailleurs, le président du tribunal judiciaire l'a été dans son intervention. J'ai noté qu'il parlait là au conditionnel et qu'encore une fois, il appelait à la vigilance. Et nous sommes évidemment vigilants vis-à-vis de l'ensemble des risques d'ingérence. Mais en tout état de cause, il s'agit là aujourd'hui de spéculation. Quand vous reprenez l'article de presse en question, vous avez des propos rapportés anonymes, sans qu'on sache bien d'où ils viennent exactement. Ce que je vous dis, en tout cas, vu de la fenêtre de la France, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas avéré. Donc, voilà, on parle là de spéculation, même si, bien sûr, nous sommes vigilants. Maud Bréjon, le projet de loi pour interdire le téléphone portable au lycée et pour interdire aussi les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été présenté hier aux syndicats de personnel et aux fédérations de parents d'élèves. Le texte doit arriver au Parlement fin janvier. On écoute Jérôme Fournier, secrétaire national du syndicat enseignant SE-UNSA. On est en train de faire une usine à gaz, comme d'habitude à l'Éducation nationale. En cours, on peut en avoir besoin pour des raisons pédagogiques, donc il faudra l'écrire comme une dérogation. Les internes, il faudra bien leur permettre de l'utiliser, donc il va falloir écrire dans le règlement intérieur à quelle heure, dans quel cadre, à quel endroit ils auront une dérogation. Quand les élèves utilisent leur téléphone pour badger à la cantine ou pour emprunter un livre au CDI, il faudra aussi écrire dans les règlements intérieurs. On peut vraiment empêcher, Maud Bréjon, les lycéens d'utiliser leur téléphone? Alors, 3 choses. D'abord, le temps de l'apprentissage, le temps de l'école, le temps du lycée, ce n'est pas le temps du téléphone et ce n'est pas le temps des réseaux sociaux. Je pense que tous les parents et tous les adultes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent évidemment le comprendre. Ensuite, 2 chiffres, 44%, pour parler des réseaux sociaux, pardonnez-moi, des ados ont un réseau social avant 13 ans et l'OMS estime à 1 sur 10 le nombre d'adolescents qui a une utilisation qui contrevient à sa santé mentale. Ce que je veux dire là, c'est que ce n'est pas uniquement une régulation numérique, c'est une mesure de protection des mineurs et c'est une mesure de santé publique. Il faut qu'on arrive à avancer. Je remarque qu'au Parlement, bon nombre d'initiatives existent. Je pense à la proposition de loi de Laure Miller, qui est députée EPR, qui a fait un gros travail sur ces sujets-là. Je pense à la mission portée par Arthur Delaporte, qui est un député PS, et Stéphane Vogetta, qui était député EPR sur ces questions-là. Mais justement, il y a plusieurs... Je pense à Agnès Evren. Il y a plusieurs véhicules législatifs. Je pense à Agnès Evren, sénatrice LR. Mais lequel est le bon alors? C'est le projet de loi du président, c'est la proposition de loi de Gabriel Attal. Notre ambition, elle est d'une part d'être le plus efficace possible et le plus transpartisan possible. Parce que, encore une fois, ne pas légiférer, c'est une assistance à génération en danger. Et je pense que l'immense majorité des parlementaires, encore une fois, je ne vous en ai cité que quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive et je m'excuse auprès de ceux qui écouteraient ce matin et que je n'ai pas cité, mais ils ont été nombreux à travailler sur ces sujets. C'est une très bonne chose. Le président de la République le porte depuis longtemps. Gabriel Attal aussi, c'est quelque chose qui, chez nous, Renaissance, puisque c'est ma famille politique, vient de loin. Et donc, voilà, c'est légitime qu'on avance. Et ensuite, quant à la remarque qui a été faite, il faut qu'on avance. Je voudrais juste dire une chose. Il y a un cadre national, mais il y aura bien sûr des applications qui seront locales. Vous, Renaissance, vous, au gouvernement, vous voulez un budget d'ici 20 janvier. C'est tellement compliqué. Camille de Montchalin, ministre des Comptes publics, a dit ce matin sur RTL qu'elle n'excluait rien qui puisse donner un budget à la fin en français. Est-ce que ça veut dire ce matin, pour être très clair sur France Info, que vous êtes résolu à utiliser le 49.3 ? Ça veut dire qu'il faut sortir du tunnel budgétaire. Cela fait 3 mois
que l'on discute. Ça a apporté ses fruits. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale a été adopté sans 49.3. C'était la première fois depuis 2022. Pour autant, l'absence de budget n'est pas sans conséquences. Je parlais de la hausse des moyens des armées. Je pourrais parler de la création de postes tout ça, pour on la le sait. justice. Ma question, c'est 49.3, oui ou non? Pour le ministère de l'Intérieur. Donc, il faut avancer. Avant de parler de procédure, je reviens toujours à la même chose. Que voulons-nous dans ce budget? J'entends Monsieur Retailleau, j'entends Monsieur Hollande, là encore sur votre antenne, lundi dernier. Avant-hier matin, pardon. Avant-hier. J'entends Elisabeth Borne nous demander l'utilisation du 49.3. Enfin, j'imagine que dans leur tête, ce n'est pas exactement sur le même budget. Et quand il appelle au 49.3, Monsieur Retailleau ne pense pas exactement au même budget que lorsque c'est François Hollande qui le demande. Mon impact de non-censure. Donc il faut qu'on arrive à s'accorder. Il reste aujourd'hui encore quelques points de blocage. Je pense à la question du déficit. Est-ce qu'on est bien tous d'accord qu'il doit être inférieur à 5%? La question du déficit, la question de la taxation des plus riches aussi. La question de la taxation des plus riches, la question des collectivités territoriales. Est-ce que la solution proposée par le Parti Socialiste, pardon Maud Bréjon, la solution proposée par le Parti Socialiste et François Hollande, c'est-à-dire un 49.3 et un pacte de non-censure noué entre les socialistes et le gouvernement, est-ce que c'est ça la solution? Vous êtes quand même porte-parole du gouvernement, vous pouvez nous dire, on est déjà presque mi-janvier là. La solution, c'est de s'accorder sur ce qu'on veut mettre dans ce budget. Voilà. Et ensuite, on pourra parler des enjeux de procédure. Je ne suis pas... vous voulez rien nous dire? Je ne suis pas... Non mais, vous voulez pas reconnaître que le 49.3 est inéluctable? Je ne reconnais pas que le 49.3 est inéluctable. Alors pourquoi Méline Monchalon dit qu'elle n'exclut rien? Parce que par principe, il faut sortir de ce tunnel budgétaire. La Constitution donne des outils. La Constitution donne des outils pour doter la France d'un budget. 49-3. Le vote est un outil. Le 49.3. Et vous êtes un peu langue de bois, Maud Bréjon. Le 49.3 est également un outil. Les ordonnances. C'est pas un peu langue de bois, pardon, Maud Bréjon. Pourrait être aussi un outil. Je dis une chose simple. Il faut qu'on s'accorde sur le fond de ce budget. Prenez la question, pardonnez-moi. Prenez la question de la surtaxe. De la surtaxe pour les sociétés. Ça concerne 400 grandes entreprises. Bon, elle était de 8 milliards l'année dernière. Elle était de 4 milliards dans le budget tel qu'il a été proposé. L'Assemblée l'a porté à 6. Il faut trouver un compromis. Le Sénat à 0. C'est bien la preuve qu'on n'y est pas. On n'aura pas la réponse à notre question. La question Il est 8h56, l'heure de la question qui est retrouvée sur Instagram et le TikTok de France Info. Aujourd'hui, la question qui hésite. L'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo se lance officiellement dans la bataille de la mairie de Paris, invitée du 20h de TF1 hier soir. Je suis candidate pour être la prochaine maire de Paris. Donc aujourd'hui, l'urgence est à l'action. C'est pour ça que je me présente, pour faire de Paris une ville heureuse. Un sondage Ipsos le mois dernier lui prête 7% d'intention de vote au premier tour à Paris, au coude à coude avec le candidat RN. Que pensez-vous de cette candidature ? Écoutez, je n'en pense pas grand-chose. Madame Knafo est libre de présenter sa candidature. Nous sommes en démocratie. Ce que je pense pour ma part, c'est que Paris a besoin d'alternance. Voilà. Paris a besoin d'alternance. Je ne suis pas parisienne. Je ne vote pas à Paris. Mais vous voulez l'alternance à Paris? Mais si j'étais parisienne, si j'étais élue à Paris, je ferais le choix de l'alternance. Maud Bréjon, vous faites le choix de l'alternance, pardon, mais vous êtes très discrète dans cette campagne pour les municipales. Est-ce que vous soutenez le candidat officiel de Renaissance, Pierre-Yves Bournazel, ou Rachida Dati, qui est soutenu par LR et par quelques macronistes? Mon souhait, c'est que notre famille politique, qui va de Renaissance à LR, puisse... dans les différentes villes où nous ne sommes pas élus au premier tour, se retrouver lorsque c'est possible au second. Ensuite, ce sera le choix des candidats. Le 49.3, vous ne répondez pas. Pour ma part, je suis porte-parole du gouvernement et je ne suis pas parisienne. Mais c'est pas très sympa pour Pierre Bournazel, ça. Vous avez dit que vous étiez membre de Renaissance tout à l'heure. C'est le candidat de votre parti. Et je suis collègue de Rachida Dati au gouvernement, qui fait un travail formidable au ministère de la Culture. Voilà. C'est la question qui hésite. On a bien trouvé le titre, quoi. Vous hésitez. Vous hésitez entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel. Je n'hésite pas, je ne suis pas parisienne et je ne vote pas à Paris, mais je peux vous dire que je soutiens Jean-Yves Senan à Antony, qui est maire d'Antony, qui a fait un travail formidable depuis qu'il a succédé à Patrick Devedjian en 2003. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait là-bas. Vous nous direz si pour la présidentielle vous hésitez aussi entre deux candidats ou si vous arrivez à vous mettre d'accord. Merci d'être venu sur France Info. Merci Paul. Merci Agathe. Restez avec nous dans un instant, les informés avec Renaud Dely.